sur son sol. Au Gabon, afin de booster l'entrepreneuriat local, l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI a présenté aux acteurs du domaine un plan stratégique qui répond aux exigences du moment. La France a annoncé l'ouverture d'importantes archives sur le Rwanda pour faire avancer la vérité historique sur le génocide des Tutsis, un geste salué par les rescapés qui réclament tout de même des excuses de Paris pour son rôle dans la tragédie. Le clin d'œil de ce soir est axé sur la nutrition. Mangeons bien, mangeons bio. Comment? Nous le verrons dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue à toutes et à tous. Au Niger, nommé récemment au poste de Premier ministre, Oumoudou Mouamadou n'a pas tardé à publier la liste de son nouveau gouvernement. C'est une équipe de 33 membres, dont 5 femmes et 28 hommes. Déoline Touti s'en fait l'écho. La liste du nouveau gouvernement a été publiée quelques heures seulement après la prestation de serment du Premier ministre, Oumoudou Mahamadou, devant l'Assemblée nationale. C'est une équipe de 33 membres qui auront la charge de relever les enjeux sécuritaires, macroéconomiques et sociaux majeurs. Ce premier gouvernement est essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle. Seuls quelques membres de l'ancienne équipe ont été reconduits. Tous les dinosaures du parti au pouvoir, le PNDS, ont été remplacés, exception faite de 3 ministres, dont le ministre d'État aux Affaires étrangères, de l'Intérieur et celui de la Défense nationale. Les 3 principaux partis de la mouvance présidentielle se taillent la part du lion. À lui seul, le PNDS, Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, se retrouve avec 16 postes ministériels. Le MPR, Mouvement patriotique pour la République, avec 5 postes, et le MNSD, Mouvement national pour la société de développement, avec 4. Dans ce gouvernement, on note également une vingtaine de nouveaux visages. Beaucoup de jeunes ont fait leur entrée. Le rajeunissement est à plus de 50% selon plusieurs observateurs. À la tête du ministère des Finances se trouve un jeune technocrate. La justice, le plan et l'éducation nationale sont également occupés par des jeunes. Le directeur de campagne du président Mohamed Bazoum est, lui, propulsé ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Des cadres promus sur la base de leurs compétences techniques et leur moralité, comme annoncé par le président Mohamed Bazoum dans son discours d'investiture. Ouverture ce jeudi à Maputo, au Mozambique, du sommet extraordinaire de l'Organisation de la Communauté de développement d'Afrique australe. Une rencontre axée sur la crise humanitaire et sécuritaire à Cabo Delgado, dans le nord du pays. Les chefs d'État de la région se réunissent pour réfléchir à une stratégie commune face aux combattants terroristes d'Al-Shabaab qui alimentent l'insécurité dans le pays. 6 présidents de la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissent en urgence ce jeudi à Maputo pour plancher sur la menace djihadiste. La récente attaque contre Palma dans le nord-est du Mozambique, considérée comme un tournant dans les violences infligées par les groupes armés djihadistes depuis 2017, inquiète l'Afrique australe sur les risques d'instabilité sécuritaire pour la région. Cette réunion intervient quelques jours après la sortie de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, qui appelait la semaine dernière les pays de la région à dégager toutes les solutions possibles pour vaincre les combattants islamistes d'Al-Shabaab qui alimentent l'insécurité avec des attaques récurrentes dans la région de Pemba, très riche en ressources minières. Cette semaine, les 16 membres de la SADC ont condamné cette attaque, la qualifiant d'affront à la paix et à la sécurité du Mozambique, de la région et au-delà. Fin mars dernier, une attaque menée par ce groupe terroriste a fait des dizaines de victimes dans la ville de Palma, dans le nord-est du Mozambique, contraignant la multinationale française Total à suspendre ses travaux d'exploitation du gaz naturel dans la région. Cette rencontre de la SADC devrait donc plancher sur une réponse appropriée contre cette menace. Parmi les propositions, une intervention militaire n'est pas exclue. Et après 3 jours de négociations entamées à Kinshasa sous la direction du président Félix Tshisekedi, l'Éthiopie a annoncé mercredi qu'elle allait poursuivre le remplissage du méga-barrage qu'elle construit sur le Nil, et ce malgré le contentieux persistant avec ses voisins. Ces déclarations interviennent au lendemain de la négociation infructueuse entre les ministres d'Affaires étrangères des 3 pays à Kinshasa, sous les auspices du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Depuis le début des travaux du barrage de l'Éthiopie en 2011,
l'Égypte et le Soudan voulaient un accord tripartite sur le fonctionnement du barrage avant que le remplissage ne commence. Mais l'Éthiopie estime, elle, que ce remplissage fait partie intégrante de la construction de son GERG, entendez, grand barrage de la Renaissance, et ne peut être retardé. Disons que le GERG est une source de tension entre les trois pays depuis la pose de la première pierre en avril 2011. D'une part, l'Égypte, réfractaire au projet, craint une forte restriction d'eau sur son territoire. D'autre part, le Soudan redoute, lui, l'aggravation des pénuries d'eau sur son territoire à lui. Avec une capacité annoncée de près de 6500 MW, le barrage Renaissance pourrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. De quoi susciter de vives tensions interétatiques. L'Agence portuaire maritime et fluviale de Madagascar a tenu un atelier de validation nationale du projet du Code du transport maritime. Le pays qui dispose d'un riche patrimoine dans le domaine veut davantage en tirer profit. Ce nouveau code contient 8 grands livres, à savoir les dispositions générales, le navire, la navigation maritime, la protection et la préservation du milieu marin, le transport maritime, les gens de mer, le registre international de Madagascar et les dispositions finales. Parmi les innovations apportées figure le remplacement du terme de code maritime par celui de code du transport maritime, afin de se focaliser uniquement sur le secteur spécifique du transport maritime. Il s'agit d'éviter tout empiètement sur d'autres secteurs sous l'égide d'autres ministères ou organes étatiques régis par d'autres textes. Mieux, ce code qui constituera une référence nationale et orientera les actions de l'État sur le long terme inclut, entre autres, l'intégration du régime de la limitation de la responsabilité des navires et de l'assurance maritime, la mise en œuvre de diverses conventions déjà ratifiées par Madagascar et la mise en place d'un registre ouvert appelé Registre international de Madagascar pour le rehaussement de la flotte nationale. Ce qui permettra aux propriétaires de navires, aussi bien malgaches qu'étrangers, opérant à l'international, d'enregistrer à Madagascar des navires battant pavillon Malagasy. Élaboré avec l'assistance technique de l'Organisation maritime internationale, ce projet de code, qui attend désormais l'approbation du gouvernement, viendra remplacer le précédent, datant de 2000, qui ne s'arrime plus au contexte actuel. Et au Gabon, l'Agence nationale de promotion des investissements propose aux entrepreneurs locaux une économie entrepreneuriale à la place d'une économie managériale. Tout ceci dans un plan d'action bien élaboré. Modeste Com et Alban Boumba nous en parlent. Essentiel au développement de toute PME, la prospection commerciale et la construction de notoriété recouvrent une multitude de stratégies. Cruciale pour la pérennité de la structure, cette promotion de produits et de services est pour autant énergivore. Alors comment promouvoir l'entrepreneuriat local, surtout en ces temps de crise sanitaire? Le directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements parle d'un plan stratégique qui permettra un véritable accompagnement et soutien aux entrepreneurs locaux. La question de l'appui à l'entrepreneuriat, elle va se structurer à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, d'abord, il faut donner une dimension nationale à cette question de l'entrepreneuriat. À travers des outils qui existent aujourd'hui, accompagner la Chambre de commerce dans la mise en œuvre des centres de gestion agréés et de la bourse de sous-traitance, permettre à ces PME d'accéder à la sous-traitance à travers des activités que nous mettrons en œuvre et surtout disposer à l'intérieur du pays de cadres infrastructurels où on peut recevoir ces PME à l'intérieur d'un guichet unique, où ils trouveront à la fois des activités d'accès à la sous-traitance, des activités de formalisation de leur entreprise, des activités de gestion, d'accompagnement de la gestion de leur entreprise. Les jeunes entrepreneurs gabonais peuvent jouer un rôle important en aidant le continent en général et leur pays en particulier à se remettre de la Covid-19. D'autant plus que maintenant, on parle de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle serait une véritable opportunité pour les entrepreneurs car le libre-échange permettra de résoudre les problèmes liés au paiement, à la logistique, au voyage et au blocage douanier. Autant donc, dès le départ, miser sur les bons chevaux. Constituant l'un des 6 sites choisis sur le continent africain, l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale de Mouila, c'est dans le sud du Gabon, a fait l'objet d'une visite de terrain ce jeudi de la Commission Agriculture, Développement Rural, Économie Bleue et Environnement Durable de l'Union africaine. Le ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Manganga Moussavou, était aussi présent.
L'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale située à Mouila, dans la province de Langouni au sud du Gabon, l'un des 6 sites choisis en Afrique dans le cadre du projet d'installation des centres d'excellence de pêche sur le continent, a été visité jeudi par la commissaire agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable de l'Union africaine, Josepha Sako, accompagnée du ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou. Je suis très impressionné avec les infrastructures, la structure, et je crois que le centre est vraiment à la hauteur d'être un centre classifié comme un centre d'excellence de l'Union africaine. Je suis aussi très impressionné avec l'expertise parce que ce n'est pas seulement les infrastructures, mais il y a des compétences dans ces centres et ce sont des compétences nationales. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment que nos jeunes en profitent. Après la validation du dossier de la GEOS par l'Union africaine, Josepha Sako est venu s'enquérir des réelles capacités de l'agence. Nous avons conçu ce projet comme étant un projet qui devrait offrir un plateau de prestations en matière de formation des observateurs à bord, en matière de formation des enquêteurs, en matière de formation de tout ce qui est vraiment de techniciens qui soient à l'aise dans la surveillance imagerie, que ce soit image satellitaire, image par AIS et tous les types de capture d'images et interprétation des attitudes des bateaux en mer, identification des bateaux hostiles, je dirais les bateaux pirates et tout type de comportement. Le centre d'excellence du Gabon offrira des formations pour la sous-région aussi bien sur les questions de surveillance que sur les techniques d'inspection des navires et usage des systèmes de surveillance par satellite. Le chef de gouvernement gabonais Rose Cristiano Soukara Ponda a reçu ce jeudi en audience le président en exercice de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de ses propos recueillis au sortir de cette rencontre. Les pays ont pris des décisions importantes dans ce qui les concerne. Il est évident aussi que la communauté aussi a pris des mesures. Il était normal que je vienne rendre compte au Premier ministre des mesures qui ont été prises au niveau de la communauté et lui rendre compte de la conduite de cette communauté. J'avoue que j'ai reçu des grandes directives de Madame la Premier ministre qui vont dans le sens des décisions que nous prenons actuellement au niveau de la communauté. Donc je pars enrichi de la grande expérience de Madame la Premier ministre. J'ai évoqué l'ensemble des dossiers qui concernent la communauté. J'avoue que nous avons reçu un accueil extrêmement favorable. Et puis le gouvernement gabonais vient de mettre en place le plan d'accélération et de transformation de l'économie nationale. Quelle est la place assignée au secteur du tourisme qui vient justement de changer de directeur? Quelles sont les attentes des Gabonais pour ce secteur? Élément de réponse dans ce reportage signé Davila Oboulaye Adonchik. Ce jeudi, un jeu de chaises musicales a été fait entre Joseph Eban et Sono, directeur sortant du tourisme, et Arcade Edmond Lépeyi, nouvellement promu à la suite du dernier conseil de ministres du 23 mars dernier. Mais au-delà de cette nouvelle passation de charge, quelles sont les attentes des populations gabonaises dans ce secteur et dans le processus d'accélération de l'économie gabonaise? Il serait aussi important que l'on développe le côté infrastructure. C'est que ça soit un secteur développé, ça va créer de l'emploi et attirer certains visiteurs de telle sorte qu'on puisse exposer notre pays, montrer nos ressources. Dans son discours circonstanciel de prise de fonction, le nouveau directeur général du tourisme est revenu sur les objectifs que s'est fixé le département ministériel de Pascal Ouani-Ambouroué. Procéder à l'identification et à la normalisation des entreprises de tourisme. Procéder à la normalisation de l'enseignement des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Élaborer un guide d'évaluation des activités touristiques particulières. 4. Élaborer la nomenclature des professions et métiers du tourisme. Redynamiser les directions provinciales en leur octroyant des moyens nécessaires à un véritable développement du tourisme sur toute l'étendue du territoire national. Parce que le tourisme est un levier indispensable pour l'accélération de la transformation de l'économie nationale, il est alors plus qu'urgent pour les administrations du secteur de se mettre au pas, au même titre que les administrations concurrentielles, afin de contribuer significativement au nouveau pacte, plan d'accélération et de transformation.
Nous vous l'annoncions, le Rwanda a entamé mercredi la commémoration des 27 ans du génocide qui a fait près d'un millier de morts, essentiellement des Tutsis en 1994. Pour l'occasion, la France a ouvert ce jeudi des archives relatives, des documents qui permettent de mieux comprendre la position des autorités françaises à l'époque sur cette tragédie. L'ouverture des archives sur le rôle de la France au Rwanda était attendue depuis des années. Elle marque un pas supplémentaire dans la politique mémorielle du président Emmanuel Macron après la publication récemment du rapport du CLERD. Les archives de l'ancien président socialiste François Mitterrand, longtemps verrouillées, celles de son premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, et des milliers de documents sont désormais ouverts à tout le public, selon le décret paru mercredi au journal officiel français. Plusieurs de ces documents, notamment des télégrammes diplomatiques et notes confidentielles, ont tous servi à de source à la rédaction du rapport du CLERD, qui a été rendu fin mars au président Emmanuel Macron et qui souligne les responsabilités dites lourdes et accablantes de François Mitterrand et de son état-major particulier qui ignorait régulièrement les diverses mises en garde sur les risques du génocide. D'autres ouvertures d'archives pourraient suivre à l'été, notamment des documents de l'armée qui ont été déclassifiés mais pas exploités, selon une source proche du dossier. La France est engagée depuis quelques années dans un processus d'apaisement de ses relations avec le Rwanda. Des relations polluées par cette affaire du génocide qui, en 1994, avait fait près d'un millier de victimes Tutsis. Mercredi, le président rwandais Paul Kagame a salué le rapport du CLERD qui restitue l'histoire et participe d'une compréhension commune des faits. Le président Macron, lui, devrait se rendre au Rwanda en mai prochain. Pékin accuse les États-Unis de politiser le sport alors que Washington envisage une discussion avec leurs alliés sur la question d'un boycott des Jeux Olympiques de février 2022. Andy Essono-Obiang s'en fait l'écho. Les États-Unis ont annoncé envisager une discussion avec leurs alliés sur la question d'un boycott des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février 2022. Une menace qui a provoqué des vives réactions de la part de la Chine. Si les États-Unis s'obstinent à ignorer la vérité et les faits réels et utilisent délibérément des mensonges pour salir et attaquer la Chine, ils seront certainement voués à l'échec. Non seulement ça portera atteinte à la réputation et aux intérêts des États-Unis, mais se heurtera certainement à la ferme opposition du peuple chinois et à une réponse vigoureuse de la Chine. La Chine voit en cette manœuvre des États-Unis une politisation du sport, un fait condamné par Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La politisation du sport va à l'encontre de l'esprit de la charte olympique et porte atteinte aux droits et aux intérêts des athlètes de chaque pays et de la cause olympique mondiale. Elle ne sera pas acceptée par la communauté internationale, y compris par le Comité olympique américain. Plusieurs associations et hommes politiques républicains réclament un boycott américain des Jeux olympiques de Pékin. Ils s'appuient en partie sur plusieurs études qui accusent la Chine de persécuter les musulmans ouïghours, notamment en les plaçant dans des internats où les membres de cette minorité sont soumis, selon les témoignages des rescapés, à divers services. Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions en s'imposant 3-2 mercredi face au Bayern Munich sur la pelouse du tenant du titre. À nouveau, Andy Essono-Obiang qui revient sur cette actualité. Le Paris Saint-Germain a dominé le Bayern Munich 3-2 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Sans son buteur Robert Lewandowski blessé, le Bayern s'est incliné pour la première fois en Ligue des Champions depuis 2 ans et 19 rencontres consécutives sans défaite. C'est une défaite claire et nette, une défaite malheureuse. Le PSG a été très efficace, mais nous avons dominé le match. Nous avons eu quelque chose comme 31 tirs. Donc je dois donner du crédit à mon équipe pour son attitude et la façon dont elle a joué. Il mérite le crédit pour cela. Les 3 buts étaient évitables à mon avis. C'est pourquoi cela fait d'autant plus mal. Mais nous regardons vers l'avenir. Nous ne pouvons pas changer le résultat d'aujourd'hui. Mais nous pouvons rectifier le tir mardi prochain en espérant que ce soit de manière positive. Pour Mauricio Pochettino, l'esprit d'équipe et l'envie de gagner ne sont pas étrangers de cette victoire historique du PSG. Nous avons vu une équipe solide, avec de la solidarité, un bon état d'esprit combatif et le talent de marquer 3 buts sur un terrain très difficile. Les joueurs méritent un grand crédit et d'être félicités parce que nous sommes fiers. Gagner comme nous l'avons fait ici à l'Allianz Arena, c'est toujours très difficile. Pour espérer continuer son parcours dans la compétition, les Allemands vont devoir trouver une formule magique dans une semaine à Paris, car Lewandowski ne sera toujours pas de retour.
Et puis entre alimentation saine, alimentation naturelle, les avis divergent. Pourtant, il semblerait que l'alimentation dite bio est souvent très différente. Qu'entend-on donc par alimentation bio? C'est le clin d'œil de ce soir. Il est signé Davila Oboula et Lewis Midiogo. Au Gabon et même sous d'autres cieux, nombreux sont ceux qui se vantent de ne manger que du bio. A-t-on seulement idée de ce qu'est l'alimentation bio? Est-ce manger des fruits et des légumes ou encore manger frais? Pour vous, que signifie manger bio? C'est manger sainement, manger les légumes, prendre des fruits. Manger ce qui est frais, ce qui vient de la brousse en tout cas. Avis apparemment partagé. Je ne pourrais vraiment me déterminer à manger bio que quand je suis chez moi au Wellington. Là-bas, si je paye au marché, importe pique, quand je le bouffe là, je mange du bio. Parce que c'est un aliment acheté vraiment frais, sortant de la brousse, de ma brousse. Même si on mange des produits qui ont été chimiquement modifiés, on doit aussi parler du fait que la nourriture là doit être prise là maintenant. Parce que quand une nourriture fait 5 mois dans un conteneur, elle n'est plus fraîche. Autant d'avis qui, semble-t-il, ne sont pas loin de celles des spécialistes qui définissent l'alimentation bio comme une alimentation issue de l'agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture respectueuse de l'environnement et qui se fait sans l'utilisation des produits chimiques et autres produits néfastes pour la santé. Ça dépend des genres, des fruits et des légumes, puisqu'on peut être cultivé, comme on a déjà dit, sans l'introduction de beaucoup des produits chimiques. Ça dépend de la nature du sol, l'exposition au soleil. Des fois, qu'on récolte les fruits et les légumes pour les faire transporter dans les bateaux, à un moment qui c'est pas bon. Donc, dans ce cas, les nutriments et les vitamines et les minéraux qu'ils peuvent avoir, ils n'ont pas encore vraiment mature comme il faut. Entre cherté de la vie et utilisation constante des pesticides, communément appelés engrais, peut-on encore se vanter d'être atypique à l'alimentation biologique? À cette question, la spécialiste est claire. Normalement, il n'y a pas une alimentation bio à 100%. Il y en a des aliments qui sont bio, par exemple, qui contiennent des quantités de sucre qui sont raffinées, des céréales aussi raffinées, des mauvaises qualités de sucre. Le terme bio, ça veut dire pas de 100% sain, sans aucun souci dedans. Si ce style de vie est salué par plus d'un, il n'en demeure pas moins que manger bio nécessite un coût et surtout en milieu urbain. Mais n'a-t-on pas coutume de dire que la santé n'a pas de prix? Alors, à vous de faire le bon choix. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent au rappel des titres. À la veille du sommet extraordinaire de l'organisation régionale SADC sur la crise humanitaire et sécuritaire, le président du Mozambique, Filipe Nyusi, a rappelé sa position depuis le début de la crise. Pas de bottes étrangères sur son sol. Au Gabon, afin de booster l'entrepreneuriat local, l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI a présenté aux acteurs du domaine un plan stratégique qui répond aux exigences du moment. La France a annoncé l'ouverture d'importantes archives sur le Rwanda pour faire avancer la vérité historique sur le génocide des Tutsis, un geste salué par les rescapés qui réclament tout de même des excuses de Paris pour son rôle dans la tragédie. Le clin d'œil de ce soir était axé sur la nutrition. Mangeons bien, mangeons bio. C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. Dans son volet social, le plan d'accélération de la transformation intègre 5 projets.
l'ouverture des centres de formation professionnelle pour garantir l'adéquation entre l'offre de compétences locales et les besoins des employeurs en main-d'œuvre sur le marché du travail. Le programme de facilitation de l'accès à l'emploi pour assurer une meilleure fluidité du marché du travail. La refonte des programmes pédagogiques et des curricula de formation pour favoriser les conditions d'employabilité de la main-d'œuvre locale. La mise à niveau des soins de santé primaires pour assurer un accès à des soins de santé de qualité. Le système national d'information sanitaire pour améliorer la fiabilité des données sanitaires, la prise en charge des patients et renforcer l'efficience des structures de santé. L'ensemble